marché de l'art représente exactement 3 fois celui du sextoy dans l'économie mondiale. 43 milliards d'euros. C'est ridicule. Mais par contre, ça fait fantasmer tout le monde. Je parle du marché de l'art, pas celui des sextoys. Ça fait fantasmer tout le monde parce que les sommes en jeu sont disproportionnées, semble-t-il. Quand on est capable d'acheter 12 millions de dollars à un requin plongé dans du formol, on déclenche tout d'un coup toute une série de réactions qui sont plus psychologiques qu'économiques au sens strict du terme, parce qu'il faut bien comprendre que 12 millions de dollars pour certaines personnes, et notamment pour celui qui a acheté le requin en question, qui est une œuvre de Damien Hirst, 12 millions de dollars, c'est 5 jours de leur revenu. C'est donc peu d'argent. Voilà. Et on est sur ce paradoxe comme ça, de sommes apparemment folles, mais qui sont, à cette échelle, tout à fait raisonnables. Alors qu'est-ce qui tire ce marché? Puisque vous parlez de super riches, est-ce que c'est un marché d'optimisation fiscale ou de passion? Est-ce que c'est un marché tout petit parce que seuls quelques clients peuvent faire bouger les choses? Ou est-ce que c'est plus vaste que ça? Alors, c'est un marché à la fois tout petit et très grand. La majorité des œuvres d'art se vendent moins de 5 000 euros. 90% sont à moins de 5 000 euros. Celles-là, évidemment, on en parle assez rarement. Les œuvres dont les prix font la une des journaux sont évidemment beaucoup moins nombreuses et sur des sommes et sur une clientèle qui est beaucoup plus restreinte. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut dépenser autant d'argent dans des œuvres d'art, et notamment les œuvres d'art contemporaines. Lorsque vous êtes un milliardaire normalement constitué, vous avez acheté vos maisons, vos bateaux, vos avions, et puis après vous faites quoi? Bon, qu'est-ce qui va vous distinguer de vos petits camarades? Dans vos maisons, voire même sur vos bateaux, vous allez mettre des œuvres, si possible, reconnaissables. C'est-à-dire que si il vous prend la lubie d'acheter un tableau de Hans Holbein, peintre du XVIe siècle, que personne ne reconnaîtra, ça n'a qu'un intérêt limité. Si vous avez acheté un Andy Warhol, tout le monde va repérer « Ah, tu as un Warhol ». Si en plus vous avez acheté le Warhol en question aux enchères et qu'il a fait un prix record, « Ah, c'est toi qui as acheté le Warhol à 60 millions de dollars ». Voilà, donc il y a cet aspect-là. C'est aussi, au fond, une forme de placement, c'est vrai, mais un placement à risque. Donc, tous les banquiers normalement constitués vous diront un placement à risque, allez-y, mais pas plus de 5% de votre patrimoine. Ça tombe bien, c'est à peu près à ça que ça correspond pour ces gens. Alors, rationnel, oui et non, parce que je vous parlais de Hans Holbein. C'est très rare de voir Hans Holbein mis en vente, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. C'est un industriel allemand qui l'a acheté pour 60 millions d'euros, ce qui semble être une somme, mais c'est un tableau très très important, c'est la Madone de Darmstadt, et il attache à son entreprise une image culturelle très très forte. Les 2 grandes collections de Holbein au monde sont au musée des Beaux-Arts de Bâle et chez la Reine d'Angleterre. Donc là on se place tout d'un coup au niveau d'autres collectionneurs qui sont quand même assez valorisants. Si vous avez 800 Warhol, ce qui est le cas d'un collectionneur privé, il est évident que vous avez tout intérêt à défendre l'œuvre de Warhol, et à le défendre de toutes les manières, en organisant des expositions, en prêtant les œuvres à ceux qui en organisent à votre place, voire en faisant des donations à des musées. Si vous êtes américain, elles sont plus déductibles de vos impôts, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc il y a une forme de rationalité là-dedans. Il y a aussi une forme de spéculation, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui achètent aujourd'hui sont prêts à revendre pratiquement immédiatement ce qu'ils ont acheté. Là, on a de très fortes plus-values généralement, et on n'est pas dans le contexte d'un collectionneur, je veux dire, classique, qui achète une œuvre, qui l'accroche à son mur et qui vit avec, et qui laisse ses héritiers se débrouiller, pour savoir s'il avait ou pas de l'intuition. Non, on est dans un marché tout à fait rationnel, qui d'ailleurs de plus en plus est tenu par des gens qui ont fait fortune dans les hedge funds, donc ils sont parfaitement capables de prendre des décisions rapides, et ils le font d'ailleurs.
la barre de 100 millions d'euros, elle a été franchie. Elle a même été franchie en vente publique. Elle a été aussi franchie en vente privée. Il y a un tableau de Cézanne qui, pour l'instant, détient le pompon, qui aurait été vendu, pense-t-on, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, pour 250 millions de dollars. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que certaines œuvres, parce qu'elles sont introuvables, parce qu'elles ne repasseront pas sur le marché, parce qu'il faut les acheter quand on a les moyens de le faire, peuvent atteindre des prix insensés, tout simplement parce que plusieurs personnes les veulent. C'est une constante. Quand une personne veut 3 pommes, ça vaut moins cher que quand 3 personnes veulent une pomme. Et là, on a une mondialisation du marché qui est un des phénomènes de ces 10 dernières années, qui fait qu'on trouvera des gens de plus en plus nombreux, capables de mettre de plus en plus d'argent pour être celui qui va avoir l'œuvre que tout le monde convoite. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de milliardaires chinois sur le marché. Aujourd'hui, ils sont une bonne quarantaine d'intervenants. Il y a 10 ans, les Émirats Arabes Unis n'étaient pas aussi présents qu'ils le sont. Le plus gros acheteur au monde actuellement, c'est le Qatar. Il va être suivi de très près par Abu Dhabi qui construit plusieurs musées et qu'il va bien falloir remplir. Il va être suivi de très près par la Chine continentale. 17 musées en préparation en Chine continentale, avec rien dedans. Bon, il va falloir les remplir aussi. Les économies émergentes en Inde notamment, mais dans toute la région Pacifique, font qu'on voit arriver des collectionneurs qui n'étaient pas présents, qui étaient inconnus il y a encore 10 ans, et qui sont réellement détenteurs de très très gros moyens. Alors la création dans tout ça, ça peut être très paradoxal. On pourrait craindre que ça l'assèche, c'est-à-dire qu'on irait vers des œuvres immédiatement reconnaissables, qu'on peut voir, comprendre et acheter en 5 minutes. C'est un peu ce qui caractérise le pop art et ce qui a suivi. Je ne porte pas de jugement de valeur esthétique, hein, je donne juste un point. C'est vrai que quand vous voyez une Marilyn de Andy Warhol, vous n'avez pas besoin d'avoir fait 15 ans d'histoire de l'art pour comprendre de quoi il s'agit. Et quand vous voyez un tableau de Georges Braque, c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de temps. D'ailleurs, ça vaut moins cher. Et c'est pas juste. Mais c'est comme ça. Donc on pourrait craindre un appauvrissement. En même temps, cette mondialisation nous permet de découvrir des artistes dont on n'aurait jamais entendu parler autrement. On voit arriver sur la scène de l'art international des artistes venus de tous ces pays-là, des BRIC, du Brésil, des pays latino-américains, mais aussi des pays de la région Asie-Pacifique, et qui sont souvent très très passionnants. Ce qui est aussi intéressant dans ce registre, c'est que comme le marché est en train de basculer vers l'Est, et notamment vers l'Asie-Pacifique et la Chine, on va voir s'imposer des artistes de ces régions. On ne sera plus du tout dans la capacité de dire « né Bombec que de Paris, les grands artistes sont occidentaux, etc. » Moi, je crois qu'on va avoir de vraies surprises quand on verra arriver les collectionneurs chinois et les conservateurs de musée chinois qui viendront nous expliquer que Jackson Pollock c'est intéressant, Andy Warhol c'est sûrement très marrant, mais nous avons nous aussi des grands artistes et les voilà. On peut parler d'une mondialisation du goût, ou plutôt du goût d'une élite financière. C'est-à-dire qu'un artiste comme Damien Hirst, l'auteur du Requin dans le formol, je pense qu'il va être présent dans la plupart des grandes collections dans ce registre-là. Parce que, comment tu n'as pas un Damien Hirst? Bon, ça ne veut pas dire qu'il y restera très longtemps. Peut-être que ça, c'est à l'histoire de l'art d'en juger. Mais en tout cas, il y sera. Alors voilà, c'est une histoire à la fois très simple apparemment, mais aussi relativement complexe, parce qu'on est obligé d'enquêter dans le monde entier, on est obligé de creuser un peu chaque secteur, et c'est vrai que la revue au fait, avec son format un peu original, et son idée de ralentir l'actualité qui m'a semblé plutôt loufoque au départ, c'est quand même l'endroit pour ça, parce que ça m'a permis de travailler sur chacun des intervenants de ce marché, à commencer par ceux sans lesquels il ne se passerait pas grand-chose, c'est les artistes.
Donc les artistes dont on parle, effectivement, les 100 ou 200 artistes qui font l'actualité des ventes aux enchères, mais aussi les 30 000 artistes qui en France sont inscrits à la sécurité sociale, les 600 000 artistes qu'on imagine exercer aux États-Unis. Là, les chiffres sont parfaitement impossibles à quantifier, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. Bon, c'est une enquête qui a duré 20 ans. Parce que ça fait 20 ans que je m'intéresse au sujet, mais pour ce qui concerne le travail sur la revue, ça m'a surtout permis d'actualiser ce que je savais de la chose. J'y travaille au quotidien, de temps en temps j'ai besoin de me poser et de faire une synthèse. Là, je crois que je suis assez content de la synthèse.